à Amadou Djeli qui est avec nous. Finalement, lundi, on parlait encore comme par hasard, on vous l'a proposé comme étant auteur de la semaine sur la matinale, que la semaine n'était même pas encore terminée, qu'elle nous illumine de sa présence aujourd'hui. Bonjour, j'ai envie de dire, moi je suis prise d'émotion. Ah oui, c'est ça. Sérieusement, j'essaie de pas parler. Retiens-toi. Bonjour Djaili. Bonjour. Bienvenue sur la matinale. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. On a eu peur. Le réveil le matin, c'est souvent compliqué avec les personnalités telles que vous. C'est souvent compliqué, mais vous êtes là. C'est extrêmement important de se lever le matin. Pourquoi? On se lève avec le lever du soleil. C'est naturel, c'est biologique même. Oui, c'est important. C'est super. Alors, vous êtes avec nous sur le plateau. Parce qu'on va parler de votre ouvrage qui sera en dédicace ce samedi, le Harem du Roi. On n'est pas encore là. Le temps pour nous de révisiter votre riche carrière avec le prix Goncourt des lycéens qui aura fait franchement un gros tollé au Cameroun. Félicitations encore. On n'a pas eu l'occasion de vous le dire en face, même si on en a parlé ici. Merci beaucoup. Voilà. Alors, l'auteur que vous êtes aujourd'hui se sent comment dans la dimension qu'elle a atteint depuis ces quelques années à produire des ouvrages? Eh bien, je me sens bien. C'est un travail de longue haleine. C'est un rêve réalisé. Ça fait 15 ans que j'ai publié mon premier roman. Je me souviens, c'était en 2010. Wallan de l'art de partager un mari. Beaucoup d'eau coulait sous les ponts, comme on dit, depuis ce temps-là. Ça fait certes 15 ans que je publie, mais ça fait 25 ans que j'écris. Et avoir du succès, avoir gagné des prix, c'est une sorte de reconnaissance. Et c'est important dans une carrière, quand le travail est apprécié, quand vous avez des personnes qui vous comblent d'amour, qui vous soutiennent tous les jours, qui vous encouragent, qui vous disent qu'ils aiment ce que vous faites. Et pour moi, ce qui est encore mieux, et je dirais même essentiel, c'est le fait que je sois dans une littérature plutôt engagée et que les jeunes se sentent concernés par les sujets que je défends, sont sensibilisés sur ces questions-là. D'un roman, voilà, je me suis engagée dans la littérature, j'écris des romans, mais aujourd'hui, des sujets tabous dont on ne parlait absolument pas, on en vient à des œuvres scolaires, puisqu'il faut rappeler que j'ai plusieurs romans dans le programme scolaire camerounais. Et ça, c'est extrêmement important que ces jeunes-là s'intéressent à ces questions qui concernent les femmes. Bien évidemment, Amadou Djeli, on parlait encore lundi justement de votre engagement, surtout sur la cause féminine. Et ce serait quand même, bon, Christian ne voulait pas dire féministe aujourd'hui parce qu'on avait peur que ça fasse péjoratif, mais la cause féminine, dans vos ouvrages, on remarque bien que les femmes sont mises à l'avant, du moins elles sont celles les plus interpellées, celles les plus sensibilisées, d'où part ce désir de prendre position en faveur des femmes? Tout d'abord, je n'ai pas peur du mot féministe. Pas du tout. Voilà. Ça me rassure. Le terme péjoratif qui va avec le mot en réalité, c'est pour les personnes qui ont peur de ce mot et peur de ce qu'il y a autour de ce mot. Être féministe, c'est tout simplement s'engager et se battre pour les droits des femmes, afin qu'il y ait l'égalité de genre, une complémentarité et une égalité de chances dans la société. Donc, c'est pas négatif du tout. Donc, mon engagement prend source par rapport à tout ce qui se passe dans ma société et dont j'ai été sensible dès le plus jeune âge. Je me suis rendu très vite compte que les garçons dans ma société et les filles n'avaient pas les mêmes chances. Déjà, même lors de la naissance, on n'annonce pas les naissances de la même manière. Quand c'est une fille qui vient au monde, on dit Odani. Odani, ça veut dire elle a éloigné Daïnugo, éloigné quelque chose. Alors que quand c'est un garçon que la femme met au monde, on dit Obesni. Obesni, ça veut dire elle a augmenté.
Elle a ajouté quelque chose à la famille. Donc, ce qui fait que quand il s'agit d'inscrire les filles et les enfants à l'école, on inscrit d'abord le garçon, etc., etc. Donc, on voit les inégalités tout au long de l'existence des enfants. Et donc, moi, je ressentais déjà cette injustice-là. Et puis, comme toutes les jeunes filles de ma région, j'ai été confrontée, aux difficultés que rencontrent donc ces filles-là. J'ai été mariée à l'âge de 17 ans dans le cadre d'un mariage précoce et forcé. C'est un mariage qui m'a totalement détruite. J'ai su passer par des phases de dépression, de maladies psychosomatiques, des tentatives de fugue, de suicide, etc. Jusqu'à ce qu'un jour, je me mette à écrire. J'avais trouvé ce qu'on appelle le chemin de l'écriture thérapeutique. J'avais trouvé dans l'écriture une sorte d'exutoire. Et puis j'avais beaucoup lu. Le fait de lire et de lire des œuvres écrites par des écrivains africains qui déjà dénoncent ces pratiques-là, eh bien pour moi, ça m'a galvanisée dans l'idée que j'avais raison. J'avais raison de me sentir mal. J'avais raison de penser que ce n'était pas normal ce qui se passait et ce qui m'arrivait. Alors que toute la société essayait de me convaincre du contraire. Si je ne veux pas rester, si je suis con, c'est que je suis une rebelle, c'est que je suis folle, etc. Et donc, commencer à écrire pour soi-même, pour se sentir mieux, pour se guérir, c'est différent de se mettre à écrire pour que les autres lisent et pour faire un travail de sensibilisation qui concernera tout le monde. Pour moi, le déclic, ça a été le fait que je ne voulais pas que mes propres filles subissent également le mariage précoce et forcé. Je voulais pour elles un autre avenir que l'avenir auquel on pouvait les destiner en tant que filles. Je voulais qu'elles aient les mêmes opportunités, les mêmes chances que les garçons, qu'elles deviennent des jeunes femmes indépendantes et surtout des jeunes femmes qui ont le choix, qui ont la possibilité de mener leur vie comme elles l'entendent. Et donc, pour pouvoir les sauver, je me suis d'abord sauvée moi-même, victime de violences conjugales. Je me suis enfuie de ma ville natale, Maroua, pour venir à Yaoundé et participer à des ateliers d'écriture tenus à l'époque par le professeur Pabé Mongo à l'université de Yaoundé 1. Et donc, voilà, je me suis assise, j'ai écrit mon premier roman que j'ai publié, L'art de partager un mari. Alors ça, c'était autobiographique? Non. Je ne sais pas pourquoi est-ce que beaucoup de personnes me le disent. Oui, votre première... Voilà. Non, pas du tout. Je n'ai pas encore publié un roman autobiographique. Je le dis toujours en début de mes textes. Mes romans sont des fictions inspirées de la réalité. Inspirées du réel, c'est inspiré de ma propre vie, de celle de mes camarades, de celle de toutes les femmes, en fait, de mon entourage. Si ça peut paraître extraordinaire ou même étonnant quelquefois, que ce soit Mbalandé ou même Mounial, eh bien, je peux vous assurer que pour les femmes dans le Grand Nord Cameroun, mais finalement dans tous les pays du Sahel, c'est absolument banal. C'est le quotidien de toutes ces femmes. Et donc, c'est pour cela peut-être qu'il y a autant de succès dans ces livres, ce que ces femmes-là peuvent se reconnaître et que les autres sentent aussi une authenticité dans ces écrits. Ça fait plaisir d'entendre ce qu'elle dit parce que ça corrobore bien avec ce que nous disions déjà lundi dans la présentation de ce que lorsqu'on parlait d'Amadou Djeli. En plus de ces autres ouvrages-là, il y a 7 autres ouvrages, Les Impatientes, que j'aime beaucoup. Les Impatientes, la question que j'ai envie de poser, c'est oui, vous écrivez partant de votre histoire, de votre vécu, de l'entourage immédiat ou bien lointain, mais les Impatientes me poussent à poser la question de savoir quelle est l'histoire même derrière, le cœur de ça. C'est-à-dire que c'est quoi ce qui a motivé l'écriture des Impatientes, de l'ouvrage Les Impatientes? Au départ, déjà quand j'ai publié Walandé, donc mon premier roman, je savais que j'allais écrire un roman sur les questions de violence faites aux femmes. Parce que c'est un sujet qui m'interpelle, c'est un sujet qui me touche.
Mais je me posais la question, comment aller sur toutes les formes de violence, mais en partant d'un seul personnage, ou alors sur un seul roman. Donc, j'ai vraiment mijoté ça longtemps. Et finalement, je rencontre une personne lors d'une dédicace, la dédicace de mon deuxième roman, Mystery de la mangeuse d'âme, qui me dit, voilà, c'est quelqu'un de ma communauté Peul et qui fait partie d'une association que j'aime beaucoup, Tabital Poularo, l'association pour la pérennisation de la culture Peul. Et donc, cette personne me tend un format tout simple, un format A4, où il a écrit en langue Peul les conseils d'un père à sa fille. Eh bien, quand je suis rentrée à la maison, quand j'ai commencé à lire ces fameux conseils d'un père à sa fille, moi, ça a été, mais oui, c'était un peu le déclic. Ces conseils d'un père à sa fille, on les connaît. Toutes les femmes dans le Nord Cameroun ont passé, c'est-à-dire dès le plus jeune âge. À chaque fois qu'il y a un mariage chez nous, personne ne dit à la mariée félicitations, je te souhaite tout le bonheur, etc. On lui donne plutôt des conseils. C'est-à-dire, on amène la jeune mariée devant son père qui est assis avec les autres hommes de la famille. Et les femmes de la plus petite fille jusqu'à la plus âgée accompagnent la mariée pour dire au revoir au papa et suivre les fameux conseils. Ces conseils-là, en fait, si on peut les résumer, c'est si le mariage est une réussite, c'est parce que la femme a su rester patiente. C'est parce qu'elle a fait abnégation de son bonheur pour le bonheur des autres. Une femme, selon ce concept de Mounial, devrait se laisser frapper par son mari, devrait accepter de subir, de se sacrifier pour les autres. Et à cette seule condition, elle deviendra, entre guillemets, une vraie femme. Si le mariage est un échec, c'est absolument de la faute de la femme. Et donc, on commence à vous énumérer tous vos devoirs. Et évidemment, personne ne pense à vous dire aussi vos droits. Et donc, pour moi, finalement, voilà un mot qui est censé être une valeur fondamentale de notre culture Peul, mais aussi de toutes les religions monothéistes. Et même finalement, une valeur africaine tout court, la patience. Donc, à chaque fois, ici on dit Assia. Une femme se plaint d'être frappée par son mari, Assia supporte. Elle se plaint d'être trompée, Assia supporte, etc. Il faut supporter. Donc, on a toujours entendu ce mot. Un mot qui est censé, comme je le disais, être une valeur, devient donc un mot oppressif pour les femmes. Et donc, pour moi, finalement, le fil conducteur pour pouvoir parler de toutes ces formes de violence, c'est finalement ce mot. On le voit, c'est un roman polyphonique qui donne la voix à 3 femmes. Chacune de ces 3 femmes se lève pour parler d'une violence. Une violence qui est une violence grave. Mais il y a aussi toutes les autres voix des autres femmes de l'entourage. Donc le mariage précoce et forcé comme l'une des violences, pour moi, les plus graves et les plus pernicieuses, parce que c'est une violence qui entraîne automatiquement toutes les autres formes de violence. Donc avec la première héroïne Ramla, les violences physiques, psychologiques, les maladies psychosomatiques avec la deuxième héroïne Hintou, et puis finalement, ça c'est la partie que les hommes n'aiment pas, la polygamie comme violence psychologique pour les femmes. Vous le pensez? Oui. Vous le pensez? Pourquoi vous riez? Non, parce que vous avez dit que c'est la partie que les hommes n'aiment pas. Voilà, c'est pourquoi ça m'a amusé. Est-ce que vous le pensez, ou alors vous pensez peut-être que dans la polygamie, il y a peut-être quelque chose de positif dans sa façon de faire, ou alors pour vous, c'est simplement quelque chose de mauvais pour les... La polygamie est toujours une décision unilatérale de l'homme. C'est-à-dire, pas toujours, Djaïli. Presque, voilà, à 99%. J'ai discuté avec une femme ce week-end qui me disait, oui, mais c'est ce qu'il faut faire. En fait, elle fait partie des 1%. Ah, voilà. C'est d'accord? Non, elle fait partie des 1%. Donc, c'est jamais là. C'est-à-dire, c'est jamais la femme qui se lève et qui dit à l'homme, je pense qu'il nous faut une autre femme dans le foyer. Généralement, c'est l'homme qui décide et impose son choix à la femme. Et c'est là où il y a un problème. Moi, je ne suis pas là pour juger. Je ne trouve pas de problème à ce qu'une femme accepte la polygamie si ça la rend heureuse. Ou qu'un homme décide d'être polygame si ça le rend heureux. Mais je pense qu'on devrait arrêter quand même d'imposer aux femmes.
On se rend compte même quand il y a les mariages civils chez nous, que je ne parle pas seulement du Nord Cameroun, je parle de toute l'Afrique. Même quand la femme a la possibilité de dire non et de choisir le régime monogamique, le regard de la société la dissuade. Absolument. Donc, elle ne va pas penser, elle va juste penser au regard des autres. Que diront les mamans et autres. Même l'homme, il aime son épouse, il décide, il veut être monogame, mais il ne va pas oser parce qu'il a peur du regard de sa famille, etc. Et donc, voilà. Bon, la polygamie, moi, j'en parle surtout du regard de la femme qui se voit imposer et qui n'a pas d'autre possibilité que de l'accepter. Pour celle-là. C'est important de la voir. Vous voyez, on fait carrément un panorama de tout ce qui la motive dans ces différents romans, dans ces différents ouvrages. Aussi, vous comprenez tout cet engagement aujourd'hui et le désir de vouloir mettre en lumière certains problèmes de la société aujourd'hui pour pouvoir changer un peu au niveau des mentalités, changer les paradigmes sociaux aussi, pourquoi pas, et pour un mieux vivre de tout le monde. On arrive au harem du roi. Au harem du roi, qui est le tout dernier, qui sera d'ailleurs dédicacé ce week-end, samedi, à l'IFC de Douala. Exactement, à partir de 17h. Mais soyez là avant, parce qu'on a vu, on a dédicacé le harem du roi samedi dernier à Yaoundé. Les personnes qui sont arrivées en retard, finalement, n'ont pas pu entrer dans la salle. Voilà à quoi il ressemble le harem du roi. Mais la question, c'est quoi son contenu au juste? Quelle est la direction de Djaïli dans cet autre ouvrage? Eh bien, on parle encore des femmes. Encore? Oui, toujours. Toujours. Oui, parce qu'elle est engagée, on le disait déjà, elle est engagée à la cause féminine. Donc, c'est normal. On disait que ça peut changer sur un... Non, ça ne changera pas, c'est la position, c'est l'engagement. Alors, ça devient un combat. Joël a dit, ça ne changera pas. Ça pourrait changer peut-être un peu. Le harem du roi. Donc, le harem du roi explore plusieurs thèmes. C'est l'histoire d'une famille. Un médecin marié à une professeure de littérature. Un couple heureux, moderne. Ils vivent à Yaoundé. Ils ont des enfants déjà grands qui vont à l'école. Ils sont très amoureux. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Jusqu'à ce que le mari, Seyni, vienne un jour annoncer à son épouse qu'il a décidé de se présenter à l'élection pour devenir l'amido, c'est-à-dire chef traditionnel. Son épouse, qui est consciente quand même de ce que cela voudrait dire, est réticente, a peur. Elle a toujours vécu dans la monogamie. Elle est amoureuse de son époux. Mais qui dit l'amido, dit palais royal, dit aussi harem. Et donc, elle lui dit, je ne suis pas d'accord parce que tu risques d'avoir des concubines. Parce que dans l'intérieur du palais royal, il y a donc ces jeunes femmes qui sont soit trouvées par le lamido déjà, c'était les concubines du harem de son père ou de son prédécesseur. Il y a également ces jeunes femmes qui sont envoyées comme cadeaux. Parce qu'il faut rappeler que les concubines qu'on appelle soulado, ou soulabe dans la langue peul, sont généralement, ou même disons toujours, d'origine servile. C'est-à-dire qu'on parle là de la survivance de l'esclavage dans nos chefferies traditionnelles. Et ces esclaves-là ont tellement assimilé et accepté ce statut d'esclave qu'ils se réclament eux-mêmes comme esclaves. Donc, ça ne choque personne quand le lamido sort et quand on voit tous ces hommes qui suivent le lamido, habillés généralement dans des gandoura multicolores et qui se disent Machubelamdo, c'est-à-dire les esclaves du roi. Ça ne choque personne bon, je pense que le professeur Saïbou l'a déjà vraiment développé j'ai trouvé vraiment beaucoup d'œuvres scientifiques écrites sur le sujet quand même, donc ça veut dire que c'est un sujet qui a retenu l'attention de plusieurs chercheurs. Donc, dans nos chefferies traditionnelles subsiste donc, comme je le disais,
encore un esclavage, qui ne se passe pas bien sûr comme la traite des Noirs avant, donc la traite des personnes. Aujourd'hui, on n'achète plus les esclaves, mais ça se transmet, c'est un héritage. Donc si votre père a été, ou votre mère a été donc d'origine servile, vous avez donc, vous l'êtes aussi automatiquement. Et donc, toutes ces femmes qui sont dans le harem, dans certains chefferies traditionnelles, parce qu'il faut dire qu'il y a aussi des chefferies où les lamibés, très évolués, ont décidé d'essayer d'oublier ce pan de la tradition, ou alors d'essayer de moderniser les choses, mais il existe encore plusieurs chefferies traditionnelles au Cameroun, où donc il y a des jeunes femmes séquestrées dans ces palais, qui n'ont pas le droit de sortir, qui sont des figures totalement invisibles dans notre société. Donc, dans le harem du roi, on donne une identité à ces femmes-là. Donc, Boussura se retrouve confrontée donc à 2 difficultés, voire 3. Première difficulté, jusqu'où une femme peut aller par amour. Qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Donc, c'est, je veux dire, une génération intermédiaire. Oui. Pour la génération d'avant, c'est-à-dire la maman de Boussra, Boussra a dans les 50 ans, c'est ma génération à peu près. Oui. Pour la génération donc de sa mère, de ses tantes, de celles qui sont plus âgées, c'est normal d'accepter. C'est normal qu'elle n'en puisse avoir plusieurs épouses. Et si c'est un lamido, c'est normal qu'il ait des concubines. Et sa mère le lui dit, on ne quitte pas un homme juste parce qu'il a une autre femme. Pour la génération suivante, donc celle de ses filles, super modernes, connectées, donc les 20 ans, 25 ans, donc la génération de mes filles, pour elle c'est catégorique. C'est-à-dire, il te trompe, tu demandes le divorce. Il n'y a pas de je patiente, il y a des compromis, il n'y a pas de négociation. Et Boussra, elle donc est entre-déchirée entre son amour, sa place aussi en tant qu'épouse, mais aussi ses habitudes. On a 50 ans, on a eu une carrière, on a eu une vie, on sait, c'est-à-dire on est proche d'un homme. On a construit une maison, on a construit une vie. C'est pas facile de tout laisser tomber, voilà, à cause de cette histoire-là. Donc, Seyni, lui, au départ, il était catégorique. Je ne veux pas de certaines traditions. Je suis là pour faire avancer les choses. Je veux lutter contre l'obscurantisme, contre les épidémies, contre la mauvaise interprétation de l'islam, etc. Donc, on voit qu'il est pétri de bonne volonté. Mais quand il se retrouve à l'intérieur de ce palais, eh bien, c'est-à-dire, on se rend compte que finalement, le lamido lui-même est embourbé finalement dans une sorte de, comment dire, c'est-à-dire tout se tient. Il y a tous ces notables, toutes ces fonctions où lui-même devient presque prisonnier. Presque prisonnier en réalité. Il se rend compte qu'il n'a pas totalement, même s'il y a beaucoup de respect, beaucoup de dignité, etc. On se rend compte aussi beaucoup d'autorité. Pas qu'il n'a pas d'autorité, il a l'autorité, mais il est pris à son propre piège en fait. Il se retrouve pris à son propre piège. Et puis donc, c'est comme ça que, voilà, Boussra est face à un choix. Il y a toutes ces jeunes femmes qui sont là et qui doivent également, qui ont une vie, qui ont des rêves, qui peuvent aimer. Absolument. Qui peuvent ne pas aimer, qui sont aussi prisonnières quelquefois des traditions ou prisonnières de leur statut, etc. Je n'en dirai pas plus parce qu'il faut que vous achetiez le roman. Absolument, j'allais vous le dire. Mais justement, en parlant, on va sortir de là, ce sera la dernière question. Justement, vous parlez là de prisonnières dans certains cultes à l'époque, qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date des siècles avant, parce que faisant partie de nos traditions en Afrique. Djaïli, aujourd'hui que vous dénoncez cela d'une certaine façon dans tous vos ouvrages, jusqu'au dernier actuellement, est-ce que vous n'avez pas un peu peur du regard de cette société-là à laquelle vous appartenez déjà? Au départ, quand j'ai commencé à écrire, comme je le disais, il y a 15 ans, j'ai publié mon premier roman en 2010. Je me suis rendu compte que je m'auto-censurais. Parce qu'en écrivant le roman, je réfléchissais comme un écrivain ne devrait pas le faire. Que vont penser les lecteurs? Que vont penser les autres? Est-ce que ça, je peux le dire ou ça, je ne peux pas le dire? Mais aujourd'hui, j'ai pris de l'assurance. J'en suis à mon 5e roman publié. Je ne cite pas les œuvres collectives et autres. Donc,
je sais que l'écrivain est le miroir de sa société. Que je suis obligée de faire mon travail. Et mon travail, c'est évidemment de dénoncer, de dire les choses, d'expliquer, mais également de mettre une lumière sur un sujet qu'on ne connaît pas ou qui peut sembler tabou. Absolument. Donc, je ne me pose pas la question de comment les autres vont réagir. Qu'est-ce qu'ils vont en penser? Ce n'est pas mon problème. Mon travail, c'est de dénoncer et d'écrire. J'ai fait mon travail. Le plus important dans mon travail, c'est d'être bien avec sa conscience. Est-ce que je suis bien avec mon conscience? Est-ce que j'ai l'impression qu'en abordant ce sujet, je rends service? Oui. Et c'est le plus important. Pour le reste, évidemment, nous sommes dans un état de droit. Merci beaucoup, Amadou Djeli Amal, pour ce beau passage, pour ces belles éclaircies que vous nous avez. On aimerait passer la journée avec vous. Harem, oui, on aurait voulu, mais bon, comme le programme nous interpelle, le harem du roi, la dédicace, c'est dans 2 jours précisément. À l'IFC. Samedi, 17h, l'Institut français à Aqua. Et après, on peut le retrouver? On vient bien sûr pour la dédicace, mais on n'est pas obligé de venir que pour la dédicace, puisque c'est une rencontre. Donc, ça veut dire qu'on va discuter, on va poser des questions. Et donc, c'est l'occasion aussi pour tous ces jeunes d'être là, puisqu'ils ont leurs œuvres dans le programme scolaire. C'est l'occasion aussi pour les hommes, les femmes. Voilà, on va poursuivre le débat ce samedi. Absolument. Merci beaucoup pour ce passage. Amadou Amal, merci d'être venu sur la matinale aujourd'hui. Beaucoup de respect pour votre carrière et on va vous souhaiter plein de succès encore. Merci beaucoup. Allez.